Salut, vous regardez Campus Chanel, on est ici pour 40 minutes de chat décomplexé avec ESCP Europe pour le master spécialisé médias. Avec nous pour en parler, Ghislain Deslandes qui est le directeur du programme et Alexandra Del Real qui est diplômée de ce programme. Ils attendent vos questions. On commence tout de suite avec le pitch. Vous êtes prêts? Vous avez 1 minute chrono, c'est parti! Bonjour à tous, merci de participer à ce live. On va donc parler pendant 40 minutes du MS Média de SCP Europe qui forme en réalité des étudiants de l'enseignement supérieur qui souhaitent évoluer dans le secteur des médias, qu'on accompagne et qu'on prépare à progresser le plus vite possible dans ces organisations. La vision du programme est assez simple. D'un côté, on y traite de l'ensemble des disciplines du management, donc la comptabilité, la stratégie, le marketing, la finance. Et de l'autre côté, on essaie d'aborder l'ensemble de l'écosystème des médias, l'ensemble des supports, donc à la fois la presse écrite, la radio, la télévision, le cinéma et le digital, bien entendu. L'intérêt de ce programme, c'est qu'à la fois, nous avons d'un côté des gens qui ont plutôt un profil gestionnaire et qui apprennent durant 1 an à travailler avec des gens qui sont plutôt créatifs, qui sont plutôt des saltimbanques, qui sont plutôt des concepteurs, des rédacteurs, des auteurs. Et de l'autre côté, on a aussi des créatifs qui aussi apprennent à travailler. Et c'est fini, on passe au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions, elles s'affichent ici. Allez la régie, on envoie la première question. Faut-il avoir une expérience médiatique ou audiovisuelle pour intégrer le MS? C'est une question qui me paraît importante puisque effectivement c'est un programme spécialisé. Donc on attend de la part de nos candidats qu'ils aient une perception quand même relativement fine de là où ils mettent les pieds, pourquoi ils veulent intégrer un programme comme celui-là. Donc ça veut dire oui ça? Ça veut dire en partie oui parce que le fait par exemple d'avoir déjà cumulé 2 ou 3 expériences professionnelles dans le secteur, quelles qu'elles soient d'ailleurs, à la fois est rassurante pour le jury qui considère la candidature et aussi pour le candidat ou la candidate qui s'aperçoit qu'elle a vocation à travailler dans ce secteur qui lui plaît, qui l'intéresse et dans lequel elle a envie de faire sa carrière. Alors, on a un exemple là, on a Alexandra, toi tu es diplômée du programme, Oui. Ça fait combien de temps que tu l'as fait? Je viens de le faire l'année dernière, donc je suis la promo 2015-2016. Ok, et au moment de l'intégrer, quel parcours tu avais? Moi j'avais 5 ans d'expérience parce que pour moi c'était un peu différent, je suis américaine. Donc j'ai travaillé aux États-Unis pendant 5-6 ans dans le secteur, dans l'audiovisuel. Par contre, moi ce que je cherchais dans le master, c'était l'expérience plutôt business, le côté, tout ce qui était finance, compta, tout ça. Mais j'avais plein de camarades, plein de mes collègues, des camarades de classe qui étaient l'inverse en fait, qui venaient d'un parcours d'école de droit, de commerce et qui voulaient plutôt s'orienter vers l'audiovisuel. Okay. Donc il y avait un peu le deux, mais moi j'avais plein d'expériences professionnelles. Donc pour les juristes, pour les commerciaux, ce sont des gens qui avaient déjà fait un stage dans le secteur médiatique? Pas forcément, Alexandra a raison de terminer ce pitch. En réalité, il y a aussi des créatifs, des gens qui n'ont rien à voir avec la gestion avant d'intégrer le master et qui précisément cherchent dans le master une formation au management essentiellement. La réalité, c'est que ce qu'on cherche à savoir, la question est de savoir si les candidats qui se présentent à nous ont vocation à faire carrière dans cet univers. Alors, ou bien ils ont déjà un certain nombre d'actifs à mettre en avant, c'est plutôt rassurant pour le jury, ou alors ils ont une motivation, ou alors ils ont une ambition, ou alors ils ont un projet, sans forcément avoir cumulé de l'expérience auparavant, quel que soit d'ailleurs leur profil d'origine. On a parmi nos participants évidemment beaucoup de Sciences Po, d'étudiants des instituts d'études politiques, de gestion, d'ingénieurs, d'universitaires, mais ce qu'on va essayer de savoir, c'est s'ils ont vraiment une motivation profonde. Ça peut être une vocation tardive, parfois elles sont tout à fait recevables, mais ce que nous on va essayer de tester, c'est si la personne a véritablement la capacité, l'envie, la motivation d'intégrer ce secteur d'activité, avec ou sans expérience. Avec, c'est mieux, parce que ça valide un certain nombre de points. Sans, tout dépend du projet, du profil et puis de la personne qu'on a en face de nous. Ok. Donnez-vous des cours, des management ou des journalismes? Les deux. Un peu moins de journalisme, je pense. Oui. Au fur et à mesure, c'est de moins en moins de journalisme pur et dur. Mais oui, on a pas mal de cours de management, que ce soit la finance, la compta, management de télé, de ciné. Et après, il y a pas mal de cours de dramaturgie, de cinéma, de financement d'un film, par exemple. Mais je pense Est-ce qu'il y a des cours vraiment éditoriaux
Oui, Oui. c'est pour ça que le mot journalisme est peut-être un peu gênant ici. C'est-à-dire qu'on est d'abord une école de management, on est un diplôme de management. L'essentiel des enseignements sont liés aux grandes disciplines des sciences de gestion. Donc pour répondre à la question, on est d'abord essentiellement un programme de management. Mais il est vrai que notre spécificité depuis que le programme existe, c'est d'attacher une importance particulière aux aspects éditoriaux. Et qu'est-ce que ça veut dire les aspects éditoriaux dans les médias? Ça veut dire le journalisme, ça veut dire l'écriture audiovisuelle, ça veut dire l'écriture transmédia, ça veut dire l'analyse de l'image. Donc un certain nombre de disciplines en réalité qui ne sont pas ni endogènes ni exogènes de la gestion, qui sont tout autres, et sur lesquelles on essaie aussi de sensibiliser nos étudiants. Ce qui fait par exemple... Pourquoi? Parce qu'un manager des médias ne va pas avoir besoin de savoir écrire un article a priori. Non, il va s'il veut vraiment progresser dans cet univers-là, il va devoir recruter des talents, donc des gens dont c'est le métier que de le faire. Il va devoir parfois prendre des décisions éditoriales. Vous choisissez une couverture, par exemple, pour un magazine, vous devez trancher entre l'option A et l'option B. Il faut quand même que vous ayez une bonne perception des choses et que vous connaissiez un petit peu les fondamentaux de ce métier. Mais je crois que l'inverse est vrai aussi, d'ailleurs. Je pense que parmi les anciens du master, certains sont journalistes, et on en parlera d'ailleurs durant cet échange. Eux-mêmes ont appris ce qu'était une ligne éditoriale, ce que sont les contraintes organisationnelles d'un média d'information. Donc ça marche un petit peu dans les deux sens. Mais il me semble qu'effectivement, une expérience d'écriture, quand on veut produire un film, une expérience journalistique de terrain, quand on a vocation à développer un magazine professionnel ou un document, ou une série de documentaires à la télévision, sont des savoir-faire bien utiles pour se faire entendre et se faire comprendre. Alexandra, toi, actuellement, tu travailles plutôt dans le journalisme ou plutôt du côté management? Je travaille en fait dans une équipe éditoriale pour une société, c'est un SVOD, un service de vidéo on demand qui s'appelle Black Pills, donc c'est une société c'est une plateforme distributeur. Donc moi je travaille vraiment dans le développement créatif. Ok. Et qu'est-ce que tu fais au jour le jour? Je manage mon équipe, donc en fait les deux. Oui. Je suis la manager de mon équipe éditoriale, donc tout ce qui est lecture des scénarios, analyse des projets, c'est moi qui travaille avec les auteurs, après les réalisateurs, pour des séries télé, mais de courte durée. Donc, et tu fais appel plus à quelles compétences? Alors, tu gères une équipe de créateurs, mais est-ce que tu touches à la finance, au marketing, à la communication? Franchement, les deux, et c'est génial que c'est ça qui est donné après mon master, parce que vraiment, j'utilise tout ce que j'ai appris, parce que ma société, c'est une vraie start-up, donc c'était bien pour moi de savoir tout ce qui était un peu le background de finance, de market, parce que je travaille vraiment avec toutes les équipes. Il y a une équipe de prod, il y a une équipe légale, il y a une équipe financière, il y a une équipe market, et comme on est dans un open space, on doit tous être dans un peu le même niveau. Et après, j'avais aucune idée ce que ça voulait dire, parce que quand on travaille dans la production audiovisuelle, tu es vraiment dans la production audiovisuelle. Et tu n'as aucune idée de ce qui se passe plus haut dans les décisions de ligne éditoriale, de stratégie créative. Et donc voilà, là maintenant je suis dedans. Ok, super. Je vous laisse passer à la question suivante. Je suis un diplômé de l'IEP d'Aix, d'abord félicitations. Est-ce un profil que vous recherchez? Oui, c'est à la fois un profil qu'on recherche et c'est aussi un profil qui nous trouve. En fait, depuis de nombreuses années, on recrute beaucoup d'étudiants qui ont fait un institut d'études politiques, qui ont une formation généraliste solide, qui ont souvent un background académique de haut niveau, qui souhaitent travailler dans la communication, dans la production, dans le développement des médias, d'information ou de divertissement, et qui ont besoin peut-être d'une année de professionnalisation, d'une année de mise à plat d'un certain nombre de compétences qu'ils n'ont pas forcément, et notamment en matière de gestion. Donc on a beaucoup d'anciens qui ont fait l'IEP d'Aix. Si vous regardez dans la promotion actuelle, vous avez quelle proportion de gens issus des IEP? Puisque vous dites on en a beaucoup. La promotion actuelle, beaucoup. Ils sont, je crois, 30% au moins. Et la promotion d'avant, ils étaient 40%. Ah oui, en effet. La promotion qui se dessine là, si j'en crois les deux premiers concours, en sachant qu'il y en a un autre en septembre et qui va largement compléter la promotion en cours de constitution, ce sera sans doute un peu moins. On sera plutôt autour de 20%. Et le reste? Alors 30% d'IEP, le reste, vous avez cité des créatifs, des ingénieurs? Oui, des ingénieurs. Alors, en petite quantité. Les deux autres, je dirais, profils que l'on a, il y a beaucoup de profils littéraires, profils universitaires littéraires, donc littéraires au sens large, pas seulement des gens qui ont étudié les lettres classiques ou les lettres donc anciennes, histoire, géo, philosophie, juriste. Bon, il y a quand même
pas mal de arts plastiques aussi, sciences de l'information et de la communication. Donc ça fait quand même aussi un 30% d'universitaires avec des profils assez différents. On a eu pas mal d'anciens étudiants de l'école normale supérieure, par exemple, une bonne vingtaine, peut-être même une trentaine d'anciens de ce programme qui sont passés par l'ENS, qui constituent le deuxième socle vraiment important de provenance, en réalité, des participants. Et puis le troisième tiers, là on est dans une diversité vraiment très très large. Il y a effectivement des ingénieurs, vous avez des artistes, on a des acteurs, et on a aussi des profils internationaux. Alexandra est un bon exemple, elle est mexicaine, elle est venue quasiment à Paris pour la première fois pour suivre ce programme. Et alors là, on a des étudiants chinois, des étudiants cette année polonais, des étudiants chiliens, des étudiants allemands, anglais, etc. Tous francophones ? Tous francophones, c'est un petit peu le principe, bien sûr, avec un niveau de français qui est souvent la première langue internationale étudiée par les étudiants en question, mais le programme est quand même à 80%, 75-80% en français, et donc on demande effectivement que le niveau de français soit à la hauteur. Ok. Je pense que c'est pour moi. Ouais. Avais-tu hésité avec d'autres programmes et si oui, lesquels? Merci de ta réponse. Merci pour la question. Alors moi, je pense que je suis un cas très très particulier quand même parce que moi, j'étais la doyenne de la classe un peu, j'étais la plus âgée. J'ai hésité avec des programmes aux US, ce qui était un peu compliqué parce que là-bas, c'est un peu différent. Ce qu'on appelle grad school, c'est un peu différent, c'est assez coûteux, ça prend du temps. Et donc moi, je voulais vraiment un programme bien particulier, bien spécifique, bien focalisé sur tout ce qui était médias. Donc oui, j'hésitais un peu, je me un peu renseignée sur les programmes à le HEC. Mais pour moi, ce qui était très intéressant, non seulement de l'ESCP, qui a des campus un peu partout, à Londres, à Berlin, c'est pas parce que j'ai cité un peu entre Londres, Madrid et ici, c'est que le campus est vraiment dans le 11e, à Paris. Je voulais bien habiter dans la ville et avoir accès. Comme ça, on avait plein de visites. On a visité pas mal de locaux. On ne parle pas de visite touristique, hein? Non, visite de professionnels. Ouais. On est allé Radio France, ici même. On a ici fait même au tout. Figaro? Oui, on a fait TF1, on a tout fait parce que c'était accessible. Après, on avait chaque vendredi à peu près, on avait des petits déjeuners où on avait des interlocuteurs qui pouvaient venir nous voir. Donc moi, je considérais ça très important d'être bien mêlé pas à Paris. Donc c'est la proximité géographique qui a joué pour toi? Oui. Ouais, pour moi, oui. Et après, je voulais qu'un programme bien master média avec un focus management. Donc déjà, c'était ça que je cherchais. Mais après, j'étais persuadée, j'ai décidé de faire l'ESCP, de postuler à l'ESCP à cause de tout ça. Ok. Tout ce qui était... Ouais. C'est assez logique en réalité, l'essentiel des journalistes, plus de la moitié en France, travaillent sur Paris, l'ensemble des grandes sociétés de diffusion, d'édition, de distribution, de programmation sont localisées à Paris, donc le fait d'avoir effectivement un campus parisien au plein centre de Paris est un avantage et un élément significatif pour les journalistes, ils peuvent prendre le train aussi, ils ont des voitures parfois. Oui, absolument, mais ils les utilisent et heureusement bien entendu, mais ce que je veux dire c'est que en termes de relations professionnelles, pour faire venir par exemple un professionnel à Paris, c'est plus facile que si vous devez acheminer un bus ou une voiture pour cette raison-là. Okay. Et pour des visites d'entreprise, si les médias comme ici sont dans le centre de Paris, le fait d'être dans le centre de Paris est un avantage, c'est tout. Okay. Vous dites qu'il faut parler anglais pour intégrer le MES. Pourquoi? Les cours sont-ils dispensés en anglais? Donc, ça, je l'ai dit un petit peu rapidement tout à l'heure. La grande proportion des enseignements sont en français. 80%, c'est ça, vous disiez? À peu près 80%. Voilà. Alors, c'est sans doute un peu moins que ça, parce que dans certains séminaires comme le mien, par exemple, en management des médias, je propose aux étudiants de faire leurs travaux en anglais et donc de les restituer en anglais. Donc, on peut avoir on est peut-être plus sur 2 tiers, 1 tiers. Mais l'essentiel, effectivement, du programme se fait en français. Si vous avez cette question, je pense que c'est que sur votre site, vous mettez l'anglais comme un prérequis. Ouais. Alors, pourquoi un prérequis alors que la plupart des cours sont en français? Pour une raison simple, c'est que réussir dans une boîte française, dans les médias, sans avoir une compétence très forte en anglais, c'est aujourd'hui quasiment impossible. Si vous regardez le parcours d'Alexandra, mais de plein d'autres, vous êtes en réalité immergé dans des équipes internationales, vous êtes généralement dans des activités qui ont vocation à être ou bien financées par des sources qui sont non françaises, ou qui ont vocation à être diffusées, distribuées, développées à l'extérieur des frontières. Et à ce moment-là, et vous le savez certainement,
quand vous avez 10 Français dans une salle, mais qu'il y en a, il y a un Anglais ou un international qui se trouve dans la salle, on doit parler anglais pour que cette personne puisse suivre ce qui se passe. Et du coup, en termes d'admission, vous avez fixé un minimum pour le TOEFL, le TOEIC? Oui, on n'a pas mis... non, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu quel est le niveau de la personne que j'ai en face de moi. C'est pas rédhibitoire. Mais c'est pas rédhibitoire. La seule chose, c'est que si c'est une épreuve, donc s'il y a, c'est un petit coefficient par rapport au dossier, par exemple, mais c'est quand même un élément qu'on prend en compte. Si on voit qu'il y a une faiblesse au niveau de l'anglais, c'est quelque chose sur lequel je vais insister moi à la fin de l'oral, ou éventuellement je peux être amené à appeler un candidat après le concours en lui disant oui, on vous a admis, mais on a un souci sur l'anglais, donc prenez les 3 mois que vous avez devant vous pour essayer de faire quelques progrès. Ok, alors on va faire une petite pause dans les questions et on passe aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur programme et à chaque mot, un argument. C'est à vous. On doit faire vite, alors on va essayer d'être rapide. Le premier mot, c'est effectivement le mot management. C'est le mot le plus générique qu'on puisse trouver par rapport à ce master spécialisé. On est dans une école de gestion, on s'intéresse aux grandes disciplines de la gestion, mais au sens large. C'est-à-dire qu'il y a des disciplines endogènes comme celles que j'ai citées tout à l'heure, la stratégie, le marketing et la finance, mais il y a aussi des disciplines exogènes comme le droit, comme l'économie, comme l'éthique, qui intègrent effectivement le contenu du programme. Le deuxième mot, on pourrait dire innovation, mais ce n'est pas très original. Je préférais imagination, à la fois sur le plan organisationnel. Ce sont des entreprises qui sont généralement faiblement hiérarchisées. Elles sont horizontales. Il faut imaginer de nouveaux modèles de collaboration, de nouveaux modèles de fonctionnement. Et les mastériens sont attendus là-dessus. On leur donne un certain nombre d'éléments pour cela. Et l'imagination, parce que les médias, c'est d'abord des programmes, des documentaires, des émissions qui doivent être sans cesse renouvelés. Donc finalement, le dispositif oblige à une transformation continuelle. Okay. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, je prendrai un nom de jeune femme qui est Leïla. C'est une ancienne qui s'appelle Leïla Slimani, qui est passée par le master il y a 8 ans, qui cette année a gagné le prix Goncourt avec sa chanson douce qu'elle a, je crois, vendue en France pour 520 000 exemplaires, ce qui n'est pas rien, ce qui en fait d'ailleurs une des auteurs, si ce n'est l'auteur la plus lue en langue française à l'international. Et ce qui est intéressant dans son parcours, c'est pas seulement cet élément d'actualité, c'est qu'avant cela, elle a été journaliste pendant 8 ans à Jeune Afrique, donc après le master, assez logiquement. Donc elle a été journaliste, elle est aujourd'hui auteure, et elle se projette de plus en plus vers l'écriture scénaristique et vers l'écriture cinématographique, où elle a appris un certain nombre de fondamentaux au master, et d'ailleurs son film va être adapté aux États-Unis et déjà préempté par Maïwenn en France. Très bien, je vous laisse passer à la suite des questions. Quel est l'intérêt du séminaire international, à part faire grand-père les frais déscolarisés, j'entends. Pour moi, c'était... Ce qui est intéressant dans le monde des médias, c'est qu'on est de plus en plus dans un secteur international. Moi, j'ai fait un stage chez le canal de production et acquisition internationale de films. Et là, je travaille pour une société qui est française, mais qui se lance primairement dans un marché anglophone, soit les États-Unis, soit UK, etc. Mais ça, on est d'accord, mais est-ce que le fait de faire un séminaire international... Je vais. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est qu'on doit comprendre quand même que le média, c'est à la fois international et local. Donc, pour nous, le séminaire que moi j'ai fait, c'était de bien comprendre comment ça marche le monde des médias ailleurs. Donc voilà, dans un territoire latino, mexicain, quoi que ce soit, mon séminaire c'était Mexico. Et donc c'était pour voir, au niveau de comment on s'adapte au territoire, comment on parle aux gens qui habitent ailleurs. Et donc pour moi c'était pas seulement un séminaire de découverte, de voir comment ça se passe ailleurs, mais aussi de comprendre comment gérer tout ce qui est contenu local, contenu régional et contenu international. C'est tous les ans à Mexico? Non. Non, c'est assez drôle parce qu'on avait choisi la destination du Mexique pour un certain nombre de raisons il y a 1 an et demi, et il se trouve qu'Alexandra a candidaté au master après ce choix. Elle était mexicaine et d'ailleurs elle nous a largement aidé, accompagné dans la préparation du voyage. En fait, c'est vrai que ce voyage était un moment clé dans le parcours du mastérien média, pour 2 raisons. D'abord, il y a un aspect professionnel, c'est-à-dire qu'effectivement, on prend les mêmes et on recommence, mais ailleurs. C'est-à-dire qu'on fait 1 semaine de rencontres institutionnelles, de rencontres corporate,
de visites d'entreprise, pour essayer de comprendre comment ça se passe ailleurs. Et cet effet de décalage linguistique national est souvent extrêmement favorable. Et d'ailleurs, les étudiants collaborent ensuite à un médiamonde qu'on communique auprès aux gens de la profession pour faire une sorte de ressenti de ce qu'ils ont perçu des enjeux médiatiques dans la destination dans laquelle ils ont été invités à se rendre. C'était Los Angeles il y a 2 ans, c'était le Mexique l'année dernière, c'était la Birmanie, Rangoon cette année. Et ça, c'est très bien vécu et c'est souvent un moment d'oxygénation tout à fait intéressant. Il y a un deuxième intérêt, c'est aussi la désintégration, puisqu'on a face à nous des étudiants qui ont 22, 23, 24 ans, voire un peu plus, c'est pour la plupart d'entre eux leur dernière semaine de cours ever, puisque les études, ça se termine. Donc l'idée, c'est aussi de faire un voyage de désintégration qui fasse que le groupe conserve une dynamique qui sera bien utile par la suite. Alors je vais devoir vous arrêter parce qu'on est déjà à la moitié du live. Alexandra, tu vas laisser ta place à un de tes camarades de promo qui s'appelle Maxime. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Ghislain, je vous laisse passer à la question suivante. Comment se démarquer lors de l'entretien d'admission? Se fait-il en anglais ou en français? Alors déjà, vous avez dit tout à l'heure que c'était en français. Et si vous avez un doute, vous passez en anglais sur le niveau d'anglais? Oui, ça peut arriver ça. Ça peut arriver? Exactement. Bon. Et dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui nous paraît vraiment avoir beaucoup d'éléments à faire valoir, mais que par ailleurs son niveau de français est un peu juste, on va compléter nos questionnements en anglais pour lui donner la pleine possibilité de nous répondre dans sa langue principale, si c'est le cas. Mais c'est généralement le cas. Comment se démarquer lors de l'entretien? Quels conseils vous auriez à donner à des futurs candidats? Bon, il n'y a pas de recette miracle. Précisément, l'entretien, j'aimerais que les étudiants soient bien préparés, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on veut quand même avoir une rencontre, on veut savoir à qui on a affaire, au-delà des dossiers, des lettres de motivation, des CV, des choses qu'on a lues, à noter et finalement évaluer positivement. L'idée, c'est quand même savoir est-ce qu'on a envie de passer 1 an et demi ensemble, qu'est-ce que la personne va apporter au groupe, qu'est-ce qu'elle va apporter au master, et puis évidemment, c'est notre responsabilité, c'est notre métier. Dans le jury, il y a 4-5 membres, un ancien ou une ancienne, un professeur, une personnalité du monde des médias, un DRH du secteur et moi-même. Et ensuite, on discute de quoi? De la validité, de la crédibilité du projet. Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est bien préparer son entretien sur le plan professionnel et être relativement spontané, à l'aise, ouvert, curieux sur le plan plus personnel. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une idée bien précise du métier qu'on veut exercer à la sortie du master quand on se présente en entretien? Alors, on en débat de cela, même entre nous, parce qu'il n'y a pas d'avis unilatéral sur cette question. J'aurais tendance à penser que ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, qui ont déjà fait ce travail de réflexion, d'autoréflexion, de mise à découvert, d'une ambition bien particulière, qui ont déjà... Bon, évidemment, on est preneur, c'est un point positif. On peut aussi avoir des gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas faire, qui savent qu'ils veulent s'orienter vers les métiers de la communication, de la création audiovisuelle, qui n'ont pas forcément une longue expérience dans ce domaine, qui ont certainement une envie, qui ont certainement un désir, et qui disent oui à leur désir puisqu'ils sont face à nous dans le cadre de cet entretien, et qu'on va aussi déjà un peu accompagner pour essayer de savoir dans quelle direction vers lesquelles leur profil les amène. Donc, pas de sectarisme là-dessus. Certains le savent, d'autres le savent moins. Ce qui est un petit peu le conseil très concret que je donnerais, c'est de ne pas fabriquer un projet qui n'existe pas. Ok. Voilà. Alors, nous a rejoint Maxime Le Buff Noir. Bonjour déjà. Bonjour, donc toi Maxime. aussi, tu es diplômé du programme, diplômé d'il y a combien de temps? 1 an et demi, comme ma collègue La même Alexandra. promotion. Ouais. Très bien, je vais te laisser prendre la première question. Alors, quand est-ce qu'on rencontre Élise Lucet dans votre MS? Quand vous voulez. Ça se fait, ça? Vous avez rencontré des gens, Ça des se personnalités fait, de la absolument. Alors, dans le journalisme, on avait rencontré Franck Hanez, le directeur de SoPress, donc SoFood, Society, etc. Ce qui est assez intéressant dans le master, c'est qu'on peut demander à avoir des intervenants, qu'on peut leur envoyer un mail, on peut essayer de les contacter pour les avoir en masterclass, entre guillemets, pendant un petit déjeuner. Franck Hanez, c'était un journaliste, un entrepreneur dans la presse, c'était hyper intéressant. Ça donne quoi, à part le côté name dropping, d'avoir des stars du monde de la télé ou de la presse? Il n'y a même pas un côté name dropping en fait, c'est juste hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui soit connu ou pas, mais qui soit dans le secteur des médias parce qu'on apprend sa vision des médias, on apprend ce qu'il a monté, ce qu'il a créé, son parcours aussi. On peut s'identifier, on peut l'aimer, on peut pas l'aimer, on peut se dire ça peut être un modèle, un contre-modèle. Donc c'est ça qui était
assez intéressant de voir aussi un panel assez large des journalistes, des entrepreneurs dans la prod, des cinématographes, des scénaristes. Donc on a vraiment un grand panel, et moi je suis plus issu d'une formation journalistique. Pour moi c'était comment dire, un vrai exemple, parce que c'est quelqu'un qui avait monté un bel empire des médias, et ça peut être un contre-exemple pour d'autres, mais c'est quand même très enrichissant. C'est un exemple, qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle? Alors moi ensuite, après le master, j'ai fait 6 mois de stage chez TF1, LCI, et ensuite j'ai continué sur un CDD. Et tu es journaliste à l'origine, il faut Oui, le je suis dire. journaliste à l'origine. C'était un exemple parce que moi j'avais monté un projet, une start-up de médias, d'infos entre mon master de journalisme et mon master à l'ESCP, et donc ça m'a permis de comprendre comment lui il l'a mené à bout, ce que moi je n'ai pas fait, et de voir sa vision des médias, sa vision de l'entrepreneuriat dans les médias, ce qui était hyper intéressant. Ok. On n'a pas reçu Élise Lucet, on a reçu son producteur, son binôme, qui est venu l'année dernière. Mais ce que j'entends aussi dans cette question, est-ce qu'on fait venir à nous des gens qui peuvent parfois contester le système, qui peuvent parfois être des journalistes un petit peu qui revendiquent une vision très critique de la société, alors qu'on est dans une école de management, une école sérieuse qui se trouve avenue de la République? La réponse est oui. Et la réponse est oui de manière, je dirais, naturelle, puisqu'on forme aussi des journalistes qui peuvent avoir des choses négatives à dire sur le monde du journalisme. Parmi nos anciens étudiants, nos anciennes étudiantes, se trouve Aude Lancelin, par exemple, qui a obtenu le prix Renaudot cette année pour un essai au vitriol qui s'appelle Le Monde libre, qui est un titre ironique pour faire référence au nom de la société de messieurs Niel, Berger, Pigasse, qui ont racheté le Monde, et qui porte une vision très critique de la société des médias contemporaines. Ok, je vous laisse passer à la question suivante. Alors ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que l'épreuve écrite d'originalité? Il n'y en a plus. Nous avons fait cet exercice pendant de nombreuses années, à l'époque où nous recrutions tout de même beaucoup de créatifs, beaucoup de journalistes, et on pensait que c'était un exercice qu'il fallait absolument leur faire faire d'une certaine manière et qu'on souhaitait valider. C'était à la fois un exercice d'écriture, de cohérence d'écriture, mais c'était aussi un travail de création, et d'humour, d'ironie, etc. Et pourquoi vous l'avez supprimé? Alors pourquoi on l'a supprimé? Pour deux raisons. La première, c'est que le programme en tant que tel aujourd'hui, par rapport à ce qu'il était il y a 15 ans, est quand même beaucoup plus managérial qu'il ne l'était. Ce qui fait notamment que dans le troisième tiers d'étudiants dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a des profils un peu plus diversifiés, il y a de plus en plus de gestionnaires. C'est-à-dire qu'on a effectivement des étudiants d'écoles de gestion, certains venant de l'ESCP d'ailleurs, mais d'autres institutions qui viennent rejoindre nos rangs. Parce que le développement des médias aujourd'hui incite quand même à concentrer nos efforts sur l'entrepreneuriat, sur le consulting, le business développement, etc. Alors, cette épreuve d'originalité, est-ce qu'elle avait tout son intérêt dans ce nouveau cadre-là? Pas forcément, parce que ça limitait certaines candidatures, notamment les candidatures non françaises. Moi, je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'étudiants internationaux au sein du master. On en a à peu près un petit quart chaque année. Ce serait bien qu'on puisse en avoir peut-être un tiers ou une moitié. Et je pense que c'est une barrière un peu à l'entrée, cette épreuve d'originalité. Donc ça n'existe plus depuis cette année. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Pourriez-vous m'expliquer ce que fait un consultant média? C'est l'un des débouchés que j'ai remarqué sur votre site. Alors, l'avantage du master média, c'est qu'en fait, il nous permet de comprendre ce que c'est que les médias au sens extrêmement large du terme. Alors, un consultant média, pour moi, la définition que j'en ai, c'est quelqu'un qui va, donc dans un secteur média particulier, donc ça peut être le journaliste, ça peut être la prod, il va, comment dire, de par toute l'expérience qu'il a menée, qu'il a acquise, aider une entreprise, donner des coups de main, des compétences, une vision à une entreprise qui est en recherche d'une autre compétence. Et en fait, pour moi, un consultant média, c'est quelqu'un qui va apporter une vraie compétence, une vraie vision sur un secteur en particulier. Et c'est un métier qui porte ce nom-là? Ça existe, des offres d'emploi consultant média? Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez plusieurs catégories. Vous avez d'abord des entreprises de conseil en stratégie média. Je ne vais pas donner de nom particulier, mais il y en a 3 ou 4 sur Paris qui, évidemment, s'intéressent beaucoup au profil des étudiants du master, mais aussi les grands cabinets de conseil, Bain et un certain nombre d'autres, qui ont une practice médias, parfois médias télécom, mais souvent médias. Où là, encore, le fait d'avoir une vision large de l'écosystème des médias, d'être à jour sur les évolutions technologiques, sur les évolutions des métiers, des métiers tels que rencontrés au sein du master peuvent être très utiles. Donc et puis il y a les grandes agences de com aussi, qui recrutent des consultants. Ça fait partie des médias. débouchés, donc la com, le consulting. Quels absolument. autres débouchés on trouve à la sortie du master, si tu regardes un peu dans tes camarades de promo ce qu'ils font actuellement? Ce qu'ils font actuellement, c'est assez large. Je vais prendre mon exemple.
qui, je trouve, répond bien à la question. Moi, j'ai fait donc 9 mois chez TF1 et ensuite je suis passé dans un autre secteur. Je travaille chez Airbnb et je suis responsable de la stratégie digitale de l'équipe Affaires publiques. Et donc, moi, j'apporte une compétence média, donc une vision journalistique, une vision business à une entreprise qui n'est pas dans les médias. Et pour moi, aujourd'hui, une personne qui connaît bien les médias peut apporter une énorme compétence pour une entreprise qui n'est pas une marque média. Et ce que je vois chaque jour chez Airbnb, c'est que j'ai une vision et j'ai une compétence à apporter sur le digital, sur les outils, sur comment mieux toucher une personne. Et ça, dans les médias, c'est une compétence qu'on a et qu'on peut apporter pour plein d'autres entreprises en fait. Ok, alors on va continuer dans un sujet sérieux et on passe à la question experte. La question experte, vous pouvez la lire? Oui, alors, pourquoi mélanger les médias d'information et le cinéma? Ne trouvez-vous pas cela un poil paradoxal? Merci pour cette question, ça me permet d'introduire 2-3 idées que je souhaitais introduire auparavant, répondre à la question. tout en répondant à la question. En fait, le master existe depuis 30 ans. Donc vous avez en fait un réseau d'anciens qui est extrêmement important, étoffé, sur lequel je ne me suis pas étendu jusque-là, qui donne d'ailleurs une énergie à ce programme par des interventions, par la participation aux entretiens de recrutement, par le fait de nous accueillir lors de visites d'entreprise, etc., etc. Et la vision que l'on a depuis le début, c'est d'avoir une vision d'ensemble du secteur des médias. On considère, si vous voulez, que ce monde est en mouvement, que la plupart des investisseurs aujourd'hui, des grandes entreprises du secteur, sont à la fois dans la presse écrite, et donc embauchent des journalistes, mais aussi dans l'édition, et que les livres qui sont édités deviennent aussi des films de cinéma, à tel point qu'aujourd'hui on a des groupes intégrés, verticalement intégrés comme on le dit, dans lesquels on trouve finalement des compétences extrêmement nombreuses qui sont associées dans l'écriture, dans le montage des projets, dans le financement des projets, qui sont souvent multithématiques et qui sont souvent multisupports, qui sont même en plus internationaux et multinationaux. Donc, nous, il faut qu'on essaie de répondre à cet environnement-là. C'est la raison pour laquelle, en termes de métiers, les gens qui sortent du master ont des métiers très différents. Vous avez des scénaristes, vous avez des journalistes, on l'a dit déjà. On a beaucoup de producteurs, producteurs de courts-métrages, de longs-métrages, de documentaires, de transmédia. On a aussi des consultants. Et on a aussi des gens qui sont, et c'est peut-être le principal groupe, des cadres dans les grandes sociétés du secteur, notamment les grandes chaînes de télévision, les grandes sociétés de production, les grandes sociétés de distribution internationale. Donc il y a une grande diversité. Et ces gens-là, j'ai pris l'exemple de Leïla tout à l'heure, mais j'aurais pu en prendre un certain nombre d'autres, la plupart d'entre eux ont une vision extrêmement large du secteur, ce qui leur permet, en fonction des crises, en fonction des transformations, en fonction des opportunités, de passer d'un métier à un autre, de passer d'un support à un autre, et donc, généralement, de réussir leur carrière assez bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait vous voir en vous disant, par exemple, je veux travailler dans le cinéma, c'est ça qui m'intéresse. Oui, et ils sont nombreux dans ce cas-là. Oui. On est très orienté cinéma. Ouais, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on est très, évidemment, focalisé sur ce secteur. Vous ne le prendriez pas pour sa vision trop fermée, pas assez ouverte aux autres médias, au journalisme, à la presse, l'édition? C'est une bonne question. La raison que... J'aurais tendance à vous dire, c'est pas une réponse de vraiment, c'est que ceux qui veulent vraiment faire du cinéma et qui ont une perception extrêmement fine de ce qu'ils veulent faire maintenant, le font déjà, en réalité. Ceux qui viennent nous voir après Sciences Po, ou après une école de gestion, ou après 5 ans à l'université en disant « j'aimerais travailler dans le cinéma », généralement ne sont pas aussi précis que ça. Distribution, production indépendante, production internationale, peut-être la vente, peut-être travailler pour un agent, tout ça n'est pas très clair. Donc on accompagne quand même nos étudiants dans la découverte du secteur. Là où la question est intéressante et un petit peu et assez juste, c'est qu'effectivement, si on prend un journaliste de presse écrite en presse régionale et puis quelqu'un qui fait de la production de films de divertissement à l'international, il y a une marge extrêmement importante. Mais en fait, c'est la pire qu'on puisse trouver. C'est-à-dire qu'en réalité, si on resserre un tout petit peu, on a énormément de gens qui travaillent dans la création, dans la production audiovisuelle, et c'est ces gens-là qu'on reçoit aujourd'hui avec Maxime et Alexandra, mais qui sont très nombreux chez nous, qui sont souvent, comme Alexandra l'a très bien dit tout à l'heure, dans des open space, à faire de la production, mais sans cesse à travailler avec des scénaristes, à devoir parfois revoir les textes, à parfois discuter en termes de marketing, d'approche de marché, et d'avoir aussi globalement une logique de gestion de projet. Maxime, je te laisse passer à la question suivante. Combien d'étudiants acceptez-vous et combien de candidatures recevez-vous? Alors le nombre de candidatures, je ne le connais pas. Le nombre d'étudiants, je crois qu'on est aux alentours de 28, quelque chose comme ça. C'est un numerus clausus, 28?
28? Non, il n'y a pas de numerus clausus. On a depuis 10 ans entre 20 et 28 étudiants participant au programme. Et vous avez combien de candidats pour ces 28 étudiants? Ça dépend des années, ça dépend des périodes. Grosso modo. Mais en gros, notre taux de sélection, il est entre 25 les meilleures années et 35% les années où on a un peu moins de candidats, ou parce qu'on intègre simplement quelques étudiants supplémentaires. Ce qui fait je dirais un concours assez difficile, puisqu'il faut à la fois valider un certain nombre de choses à l'écrit, et puis ensuite il faut convaincre à l'oral. Mais je pense que pour ceux qui ont un parcours académique recevable et qui ont une motivation et un projet fort, ça n'est pas inatteignable. Ok. Avez-vous intégré des cours sur le storytelling digital? J'aimerais bien avoir l'avis de Maxime, puisque toi tu as fait la formation, donc tu devrais pouvoir nous en parler. À ma connaissance, on n'a pas eu de cours sur le storytelling digital, Oui. une compétence que je connais pas, mais on apprend à raconter des histoires, on apprend à partir d'un point A pour arriver à un point B, pour raconter des choses sur le web. Donc, comment dire, on a créé notamment on avait un cours de création web sur lequel on devait créer une sorte de petit média. C'était hyper intéressant parce qu'on partait de rien et on devait construire quelque chose en se disant en 3 mois je crée un média qui a 3 ans. Et ce qui était assez intéressant, c'était de voir comment on élaborait une stratégie, sur quel réseau on allait diffuser, sur quel angle, sur quelle cible. Et ça, c'était hyper intéressant. Moi, de mon parcours de journaliste, moi, j'avais la vision très rédaction d'articles. Donc, j'avais un angle, je savais ce que je voulais raconter dans mon histoire, mais je n'avais pas le côté à qui je vais le raconter, comment je vais le raconter, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que ça va intéresser ou pas. Et en fait, le MS, avec ce cours de storytelling digital, on va dire, ça m'a permis de mieux comprendre à qui je m'adressais précisément. Ok. Sur le digital de manière plus large, alors le storytelling digital, je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais on peut penser aux nouveaux formats qui se développent sous forme de jeux vidéo par exemple pour transmettre l'information. Est-ce que vous avez intégré ça d'une manière ou d'une autre Oui, bien sûr. Le secteur a cet avantage de s'ouvrir énormément. On le voit avec le parcours de Maxime et au travers de tant d'autres facteurs. Et incontestablement, la relation, on n'est pas une formation qui forme des producteurs de jeux vidéo à proprement parler. En revanche, on travaille sur la dimension qui joint les médias et le fait, par exemple, que des marques de jeux vidéo deviennent des médias ou que des marques médias puissent devenir ensuite des jeux vidéo. On a effectivement des séminaires sur le transmédia qui nous permettent un peu de sensibiliser les étudiants à cela. Okay. Corroborer mais c'est pas avec... au cœur de la formation, quoi. Alors, le transmédia et le jeu vidéo, non, mais c'est une des pièces du dispositif qui me paraissent importantes pour compléter les enseignements de fond qu'ils reçoivent tout au long de l'année. Je suis assez d'accord avec ça, dans la mesure où un cours transmédia, ça permet d'avoir des idées ensuite dans un métier de comment raconter une autre histoire. Et c'est pas le jeu vidéo, c'est pas au cœur du programme, mais quelques heures sur le jeu vidéo, ça permet d'avoir des nouvelles idées sur comment raconter une histoire. Ok, je vous laisse prendre la dernière question. Oui, le MS coûte 14 200 € et le salaire moyen de sortie s'établit à 34 000, pas top comme retour sur investissement. Envisagez-vous de baisser les frais de scolarité à court terme? Bon, par rapport à cette question, il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, on avait Alexandra tout à l'heure qui a dit qu'elle a choisi le master pour son coût, justement. Oui, en le comparant aux universités américaines. Que le salaire moyen soit de 34 000 €, bon, on peut trouver ça faible. Dans les médias, c'est pas si faible que ça. C'est pas si faible que ça pour commencer une carrière. Est-ce que vous avez justement les chiffres à 3 ans, à 5 ans? Non, vous les franchement, avez pas je les ai pas. Ouais. Je les ai pas, mais je sais pas, par exemple, j'ai un de nos anciens qui s'appelle Thierry Lachkar qui a créé une société qui s'appelle Shine en France, qui fait Masterchef, The Voice, etc. Il a créé cette société à partir de rien, de lui-même, pour devenir le plus gros producteur de flux en France. Il a vendu cette société dont il était le président fondateur à Endemol pour des montants extrêmement élevés. Il n'est plus à 34 000 €. Il n'est plus à 34 000 €. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde des médias est assez difficile d'accès. C'est pas facile d'emblée parce que la concurrence est rude et parce qu'il y a un certain nombre de gens qui voudraient tellement intégrer le secteur qu'ils sont prêts à travailler pour pas très cher. Donc 34 000, c'est pas si mal, et c'est le salaire d'entrée. Il faut bien comprendre que ce salaire-là, c'est pas à 3 ans, puisqu'on n'a pas fait les calculs, c'est le salaire à la sortie du master.
ça ne veut pas dire qu'on va en rester là les années qui viennent. Et ce que moi je constate parmi les 500 anciens et anciennes du programme, c'est que très rapidement, le salaire augmente. Alors ça fait 40 minutes qu'on est ensemble, je vais vous laisser quelques mots de conclusion. Maxime, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Moi, c'est un MES qui a complété ma formation de façon absolument parfaite. C'est que je venais des sciences sociales, littérature, j'ai fait un master de journalisme et il me manquait ma casquette de business. Je l'ai eu, j'ai eu des cours de marketing, j'ai eu des cours de compta, j'ai eu des cours de finance. C'est des domaines que je ne connaissais pas du tout et qu'en 6 mois, j'ai pu acquérir. Évidemment, je ne suis pas devenu comptable, je ne suis pas devenu un financier à 200%, mais au moins je sais parler le même vocabulaire qu'une équipe de finance. Et ça, pour moi, c'était crucial dans mon choix. Ok, Gislain. Oui, moi j'aimerais simplement enfoncer le clou, c'est-à-dire qu'effectivement, ce sera une manière de conclure le pitch, le programme est fait de telle manière que vous avez des gens qui viennent d'environnements différents, qui ont des âges parfois différents, qui ont des ambitions professionnelles assez différentes. Certains veulent travailler en télévision, d'autres veulent produire des films auteuristes, d'autres encore veulent créer leur société dans le digital, et la plupart y arrivent très exactement par rapport aux projets qu'ils se sont fixés. Mais il y a une grande diversité finalement d'approche dans l'univers propre des médias. Et ça, c'est une force considérable parce que vous avez pris l'habitude, si vous êtes un futur gestionnaire, de travailler avec des créatifs, de travailler avec des gens qui sont porteurs de projets, qui sont porteurs d'idées, qui font du storytelling digital. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi des gens qui sont porteurs de projets, qui ont envie de changer les choses, qui ont envie d'imaginer le monde des médias, qui ont des visions finalement de ce qui nous attend. Et le fait de pouvoir, pendant 1 an, recevoir une formation en gestion et d'être entouré de gestionnaires, ça leur apporte évidemment beaucoup pour faire valoir par l'avenir leurs projets et leurs envies. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Et merci à vous d'avoir posé toutes ces questions. À plus!